Conférence table ronde mathématiques innovantes, réseau et structure dynamique, le 22 mai 2012 à Paris. Voilà, je suis un mathématicien, spécialiste de la théorie des catégories, c'est-à-dire je suis assez loin du monde de l'ingénierie, mais c'est quelque chose qui devrait intéresser tout le monde, donc moi aussi. Je vais vous parler donc quand même de mathématiques et quand même derrière tout ça, et c'est pas parce qu'on est un mathématicien pur qu'on ne s'intéresse pas aux choses du monde. Simplement, on a tendance, on pose souvent aux catégoriciens ou aux mathématiciens, entre autres, à quoi peuvent servir les catégories. Et tout au long de ma carrière, c'est la question inverse qui s'est posée à moi. À quoi peut me servir le monde dans mes catégories? Et ça peut paraître bizarre, mais c'est ça, hein. Quand on fait une chose, on s'intéresse d'abord à cette chose. Et je me suis toujours intéressé à ce qui, dans le monde, peut être intégré à mon travail de catégoricien. Et là, c'est un des exemples. Bon, cette phrase est attribuée à Dijkstra, c'est difficile à dire, mais elle n'est pas de lui en fait, mais elle est remarquable. La question ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, elle n'était pas forcément très opportune, parce que, je vais passer à l'image suivante, mais si ça veut bien, j'ai besoin d'un technicien informatique, comme quoi tu vois, j'appuie, il ne se passe rien. C'est cette flèche-là. Ah, c'est pour avancer, pardon, excuse-moi. Est-ce que l'équation, le rapport entre l'informatique théorique et les ordinateurs est-elle du même ordre que celle entre l'astronomie et les télescopes? Si par exemple vous remplaciez ordinateur par cerveau, on voit bien qu'elle est inadaptée. Le vrai mystère, c'est les cerveaux, c'est pas comme un télescope. Un télescope, c'est un instrument pour voir, mais le vrai sujet, là, c'est l'ordinateur. C'est l'ordinateur, on peut dire. Mais l'ordinateur au sens abstrait. Il y a des ordinateurs qui existent dans la nature, c'est les cerveaux. Au moins les cerveaux d'insectes, c'est des purs automates, peut-être, mais ça existe. Turing lui-même pensait qu'une machine de Turing pouvait rivaliser avec un cerveau. C'est pas mon avis, mais la raison, peut-être, je vais vous la dire tout de suite, c'est que l'ordinateur est un système formel, hein, tandis que le cerveau est peut-être un système dynamique, justement. Et cette différence, bon, ça peut se rejoindre quelque part, mais l'erreur serait de ramener uniquement le cerveau à un système purement formel. Bon, les informaticiens, leur sujet, leur objet d'étude, c'est surtout le calcul. Je parle des informaticiens théoriciens, hein, les plus théoriques. Les langages, le calcul, pas tellement ce qui peut produire le calcul. Bien sûr, les machines de Turing ont été une avancée extraordinaire là-dedans, mais une fois qu'on a vu que ça existait, on s'est dit, bon, machine de Turing ou autre, ça n'a pas beaucoup d'importance. On sait qu'on peut produire du calcul avec les machines. Excusez-moi pour m'être mouché en public. Bon, il y a peut-être juste les plus élémentaires de ces machines, les automates finis, qui sont tellement rudimentaires qu'elles méritaient une étude mathématique précise. Ça a été fait, et ça a été poussé assez loin. Mais ça ne va pas au-delà de ça, en général. Alors, ce matin, quelqu'un a parlé, Bertrand, je crois. C'est son prénom? Non. Bertrand a parlé de modèles. Alors, en effet, entre le réel, enfin un objet réel,
et ce qu'on veut, et l'objet intellectuel sur lequel on veut travailler, on l'obtient en passant par une modélisation de cet objet, voire une série de modélisations de plus en plus abstraites. C'est un mouvement qui va de ça vers ça. Cette modélisation est basée sur de l'abstraction, de la formalisation. Et puis, plus on va vers le réel, l'idéal, plus on s'aperçoit que ça nous conduit à quelque chose qui unifie plusieurs choses et qui permet de généraliser à beaucoup de choses, même auxquelles on n'avait peut-être pas pensé. C'est ça l'intérêt d'aller vers l'idéal. En informatique, il me semble qu'il y a quelque part un court-circuit, ou même plusieurs, qui se situe comme ça. On fabrique des modèles des machines, du cerveau, mais en fait, la machine, des fois, est inspirée par le modèle, c'est-à-dire que avant, on a fait des ordinateurs et on se demande si les ordinateurs ont un rapport avec le cerveau. Hein, c'est-à-dire, on va du modèle vers l'objet. Et ici, il y a une sorte d'aller-retour là, entre ces deux choses-là, qui des fois omet d'aller plus loin. Ce qui, à mon avis, est peut-être, non pas une erreur, mais une époque historique donnée. On en est là, disons. Voilà. Quand vous consultez les manuels d'informatique élémentaire, ou pas élémentaire d'ailleurs, les articles, vous voyez que c'est truffé de diagrammes, d'organigrammes, de graphes, de réseaux, de toutes sortes d'images, même des images plus concrètes. Par exemple, vous voyez, quand on dessine un automate, on a une tête de lecture avec un ruban sur lequel on écrit, et puis on spécifie bien, il est pas de longueur, malheureusement il devrait être de longueur infinie, mais il est de longueur, on se soucie du réel, du réalisme de la chose. Tout ça, c'est un peu... C'est utile, c'est profondément utile. C'est-à-dire, il faut toujours rester... Il faut enrichir ces idées avec le réel, le maximum. C'est du réel que viennent les mathématiques. Hein, elles ne naissent pas d'elles-mêmes. Voilà. Mais il faut savoir où placer le curseur. Vers les applications ou vers... Alors bon, la division du travail fait que les mathématiciens sont du côté de l'idéal le plus possible, et les ingénieurs sont plutôt du côté du réel, et c'est normal. Mais il faut savoir où on est, c'est très important. En particulier, toutes ces images qu'on voit dans les manuels cachent quelque chose de profondément simple. C'est que l'informatique, c'est avant tout, pour un mathématicien, une théorie géométrique. C'est de la géométrie. Et cette géométrie, elle est cachée par cette abondance d'images qui n'ont pas d'unité, qui donnent l'impression qu'il n'y a pas de théorie derrière. En fait, je crois que c'est profondément inexact. Et puis d'un autre côté, ce que j'écris là-haut, l'impression qu'on a, c'est qu'il y a deux choses. Il y a d'un côté des calculs et de l'autre des machines. Plus on est ingénieur, plus on est du côté des machines, et plus on est mathématicien, plus on est du côté du calcul. En réalité, j'espère vous faire sentir ça. C'est le même matériau, c'est la même chose. Un calcul, une machine, c'est des choses, même dans
dans les machines, on voit bien ce qu'on appelle les circuits intégrés. C'est pratiquement à la fois de l'écriture et une machine. Il n'y a pas une telle différence. C'est une dualité, je ne sais pas si ce n'est pas vraiment une dualité, mais une bipolarisation de ces notions. Voilà. Bon, je vais pas, comme je dis, je ne vais pas vous convaincre de ça, forcément, parce que c'est trop court le temps que j'ai. Et ça demande une imprégnation de l'utiliser dans beaucoup de situations pour voir que ça fonctionne ou pas. La structure centrale qui va m'être utile, c'est celle de polygraphe. Alors, je vais vous donner une définition relativement informelle, mais précise quand même. Les polygraphes, ce travail que je vous présente là, je l'ai fait il y a une vingtaine d'années. Et puis comme je ne suis pas informaticien, j'ai laissé ça de côté. Et il se trouve que ça a intéressé Stéphane, je le représente, mais à l'époque, ces polygraphes, il y a quelqu'un qui a inventé ça un peu avant moi, mais seulement à la dimension 2, ça s'appelle les computad, en australien. C'est la même notion à peu près. Mais je ne pouvais pas traduire computad en français parce que ça donnerait quoi? Calculade? Non, c'est pas très joli. Donc voilà, c'est les polygraphes. Il y en a dans... Alors leur fonction est d'unifier, bien sûr, de généraliser et surtout de s'accrocher à la théorie des catégories, qui elle est une théorie qui est une théorie qu'on pourrait dire géométrico-algébrique. Mais je n'irai pas, je vous définirai peut-être rapidement ce que c'est qu'une catégorie, mais c'est plus que des catégories en réalité dont je devrais parler. C'est des catégories en dimension supérieure. Ces catégories en dimension supérieure, je ne vais pas vous en parler, donc je vous dirai juste un mot là-dessus, mais c'est la raison pourquoi vous allez voir ici apparaître non seulement des polygraphes au sens général, mais des polygraphes en dimension supérieure. Pour chaque entier n, on a la notion de polygraphe n-dimensionnel ou n que j'appelle n polygraphes. Vous verrez que ces polygraphes sont absolument ubiquiteux partout dans ce que je pourrais dire l'informatique au moins élémentaire. L'informatique, pour moi, c'est deux choses. C'est, d'une part, l'étude des machines et des calculs, et d'autre part, l'étude de la complexité des calculs. Ces deux choses sont assez différentes. Ici, je ne vous parlerai pas de complexité de calcul, c'est un domaine très passionnant, mais je me limiterai uniquement au caractère descriptif de l'informatique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un zéro polygraphe? Tout bêtement, c'est un ensemble, hein, rien de plus, des points, voilà. Et j'appellerai ces éléments des zéro cellules. On passe tout de suite à un polygraphe. Un polygraphe, c'est tout simplement un graphe ordinaire. Il y a des points et des flèches, que j'appelle zéro cellule ou un cellule ou flèche également. Bon, j'espère que tout le monde comprend. Vous voyez, je m'autorise. Est-ce qu'il y a une manière de désigner les choses Non, je vais le faire à la main. Vous voyez, j'ai oublié une petite direction là. Vous voyez, il y a des flèches qui ont le droit de revenir sur un point. Plusieurs flèches peuvent partir d'un même point pour aller vers un même point, etc. Mais c'est tout. Un graphe, c'est simplement ça. Maintenant, je vais passer à un deux polygraphe. Oui, avant de définir un deux polygraphe, il faut que je vous introduise ce qu'on appelle un chemin, ce que nous a expliqué ce matin André.
c'est une suite de flèches, tout simplement, de même orientation, et la longueur, c'est l'entier qui est là. C'est la caractéristique du chemin, c'est sa longueur. Alors, il faut introduire maintenant des deux cellules. Qu'est-ce que c'est qu'une deux cellules? C'est une flèche, mais une flèche du second ordre. Une flèche qui va d'un chemin vers un autre chemin, à condition de laisser fixes ses extrémités. Hein? Ce n'est pas flottant, les extrémités sont fixées. La raison est dans la réécriture. Vous avez vu, on réécrit des choses, mais on le réécrit dans un contexte donné. Il faut que le cadre soit fixé. Hein? On ne réécrit pas n'importe où. C'est pour ça que les extrémités doivent rester fixes. Oui, les longueurs peuvent être nulles, hein, entre parenthèses. Vous pouvez très bien aller... Alors, je vais dessiner ça sur... Ah, merci. Une longueur nulle, ça veut dire que, bon, on va d'un point vers un point, c'est comme ça, mais on peut avoir une longueur 2, mais on autorise le fait de pouvoir qu'une flèche soit fermée. Donc, par exemple, je peux très bien aller d'un point à un autre et de partir d'un chemin de longueur nulle. Alors, plutôt que d'identifier les deux extrémités, ce qui serait la situation concrète, je mets des petits pointillés. Ici, ça veut dire exactement que ces pointillés, c'est vide. Hein. Les deux extrémités au bout des pointillés, c'est le même point en réalité. Hein. On peut aussi aller dans le sens inverse. Hein. On peut remonter là-haut. On peut aussi aller, et là c'est plus extrême, d'un chemin vide vers le chemin vide. À quoi ça ressemble, à votre avis, ça? Une petite surface qui est comme ça. Ben, c'est tout simplement une bulle. Hein. Une bulle qui part d'un point. Voilà. Mais tout ça, c'est permis. Alors, les deux cellules permettent de faire des chemins d'un type nouveau, qui sont des chemins de chemin, hein, qui vont donc dans une deuxième dimension. C'est des surfaces décomposables. Voilà ce que c'est qu'un deux chemins. Et une fois qu'on a cette notion, ben, on peut itérer le processus et imaginer des trois cellules qui vont d'un chemin de chemin vers un chemin de chemin. Hein, mais à nouveau, en fixant les bords des chemins. Hein, bon, je vais vous donner un exemple. Voilà. Ça, c'est un 2 polygraphe. Non, bah attendez, il faut d'abord que je vous dise ce que c'est qu'un 2 polygraphe. Un 2 polygraphe, c'est comme un graphe, mais vous vous autorisez des 2 cellules maintenant. Hein. On a 3 choses, donc des 0 cellules, des 1 cellules et des 2 cellules. Inutile de vous dire qu'on a beaucoup de chance, même dans des cas extrêmement simples, vous le verrez peut-être, de pouvoir dessiner la chose. Généralement, c'est quasiment impossible. Parce qu'on a, mettons, un seul point, une seule flèche ou 2 flèches, et puis on a une surface qui va d'un chemin enroulé sur lui-même, sur un autre chemin enroulé sur lui-même. C'est un magma informe dans la pratique. Alors, bon, on a des procédés pour les dessiner quand même, en répétant, par exemple, comme je l'ai fait là pour un chemin vide. Hein. Mais en général, tout ça, c'est une bouillie qui est pas représentable, mais qui a un sens géométrique et qu'on peut étudier géométriquement. Hein. Donc il faut distinguer entre l'objet réel et sa représentation, évidemment. Alors, je vous donne un exemple de 3 cellules. Ici, j'ai 2 polygraphes, très simples. Ils sont très simples dans la mesure où c'est des chemins, hein, mais ça pourrait être autre chose, hein, ce n'est pas nécessaire, c'est pour rendre des choses simples.
Et si je les recolle sur leur bord, là, qu'est-ce que je vais obtenir? Ben, je vais obtenir quelque chose, une sphère, topologiquement une sphère, quelque chose, une capsule, je ne sais pas comment dire. Et voilà ce que j'obtiens, un cube. Hein, ça donne vous voyez, il y a 3 cellules, elle est à l'intérieur. Je n'ai pas redessiné les deux cellules, hein. Ça aurait rendu mon dessin embrouillé. Mais vous voyez très bien, 3 cellules qui va d'une surface vers une autre. Quand vous avez un cube, vous ne pouvez jamais voir que 3 faces à la fois. Hein. Donc c'est bien, vous retournez la chose et vous voyez les 3 autres faces que vous ne voyez pas dans une première vue. Alors maintenant j'arrive à une notion. Je suis obligé de faire un peu de technique, hein, je peux pas, sinon je ne peux rien dire de précis. Un homomorphisme, est-ce que ça vous trouble ce mot? Les homomorphismes, vous en avez sûrement vu entre groupes par exemple, mais entre toutes les structures, on a une notion d'homomorphisme, c'est-à-dire c'est une comparaison entre une structure et une autre. Par exemple, pour les ensembles, c'est très simple. C'est une simple application ou fonction, ça dépend. Voilà ce que c'est qu'un homomorphisme entre 2 zéros polygraphes. À ces 3 points-là, on fait correspondre des points particuliers là. Par exemple, à X, on fait correspondre U. À Y et Z, le même point Z. Et à W, rien ne correspond à W. C'est une application. Maintenant, si je rends la chose plus sophistiquée avec des graphes, c'est pareil. Hein. Je dois envoyer ces 3 points sur les sommets, là, et les flèches sur des flèches du deuxième graphe. Ceci en veillant à ce que les extrémités d'une flèche soient envoyées sur les extrémités de son image. Hein. C'est la seule contrainte qu'il faut suivre. Et vous avez un homomorphisme de graphe, là. D'une façon plus générale, vous avez un homomorphisme entre 2 polygraphes de dimension supérieure. Ça va consister à envoyer les I cellules, I variant de 0 jusqu'à, ou M cellules, plus j'ai choisi la lettre M, entre 0 et M. Il faut envoyer chaque M cellule sur une M cellule, toujours avec ce principe, respecter les bords. Hein. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est ça qui caractérise un homomorphisme. Alors, je vais vous parler maintenant on va se servir, je vais me servir pour la première fois des polygraphes dans le problème, dans la réécriture. On en a parlé ce matin, je vais en parler un petit peu plus précisément. Cette réécriture, on appelait ça aussi problème du mot, je vais vous la faire en dimension classique, hein, là, mais elle existe en toutes dimensions. C'est un peu, on tournait un peu autour de ça ce matin, avec, je ne me rappelle plus comment tu t'appelles. Antoine. Dont nous a parlé Antoine. Mais là, ça prendra un aspect très précis d'outils mathématiques. Alors, la réécriture, oui, c'est une chose extrêmement générale et tout calcul, tout raisonnement est une réécriture. Quand on fait une démonstration, on part de conclusions pour arriver à... Pardon, excusez-moi. Les flèches vous rendent fou, des fois on les inverse de sens. On part d'hypothèses pour arriver à des conclusions. Et on le fait par une modification des hypothèses pas à pas et localement. Hein. On utilise des règles pour ça. C'est donc et toute démonstration est une sorte de réécriture. C'est une réécriture, en un sens un peu plus général que ce qui sera dit là, mais c'est une réécriture. C'est donc quelque chose d'extrêmement universel, la réécriture.
c'est le prototype de beaucoup de tous les systèmes, quelque part. Bon, mais j'en reparlerai. Comment ça marche? On se donne un alphabet, des règles de réécriture de fragments de mots, hein, ça a été dit ce matin. Et si on donne un mot, les règles permettent de changer des fragments du mot en d'autres fragments, et le mot évolue comme ça. Et c'est vraiment un calcul. Et ce calcul est tellement puissant, d'ailleurs, qu'il est le plus puissant possible. Hein? Bien sûr, là, il faut dire vers quoi on veut aller, mais c'est parfois un calcul indécidable, donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est à la fois très puissant et ça concerne beaucoup la pratique. Alors je vais vous donner un exemple. Vous avez deux lettres, A et B, et une règle. Alors, je vais faire remarquer une chose. Une lettre, ce n'est pas seulement un signe tout seul. Une lettre, ça a un avant et un après. Hein? La lettre ne s'écrit pas n'importe comment, elle a un sens. On met des lettres devant, on met des lettres après. C'est en fait une flèche. Hein? Ça n'en a pas l'air, mais c'est une direction. C'est pas seulement... Quant à la règle, elle va nous dire comment un mot, comme ici AB, va être changé en le mot BA. Et ça, c'est une deux cellules quelque part. Hein? C'est représenté par une petite deux cellules. Et si je me donne un mot, il va falloir que j'utilise ça pour transformer le mot. Cette transformation n'est pas forcément déterministe. On peut avoir des choix à faire. On peut avoir une stratégie ou ne pas en avoir. Voilà, je veux transformer ce mot et je veux utiliser la règle au maximum. Et quand je ne pourrai plus utiliser de règle, je considérerai que mon calcul est fini. Ça peut être une convention comme une autre. Hein, on peut adopter d'autres conventions. Voilà ce qui se passe donc. J'ai utilisé la règle R pour le premier couple AB qui devient BA. J'utilise la règle encore R pour le dernier couple. Et là, tout bêtement, je continue. Voilà. Et j'arrive à un mot où je ne peux plus rien utiliser. Les deux B sont devenus, ont pris la place du début et les A à la fin. Cette règle ne peut conduire qu'à ça, qu'à ranger tous les B d'un côté, c'est une forme de tri, hein, et tous les A de l'autre. C'est très simple. Mais vous voyez une chose, c'est que, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je vous ai fabriqué un chemin. Donc un calcul est un chemin. Vous voyez? C'est une flèche de flèches. C'est le propre des mathématiques de tout le temps réinjectable en elle-même. Hein. Un calcul devient... On calcule des objets, mais le calcul à son tour devient un objet. Voilà. Voilà. Vous pouvez entrevoir sur cet exemple pourquoi un système formel est un système dynamique. Hein, il y a eu évolution. Il n'y a pas... Alors, la vraie différence tient en ce mot, discret. Hein. Qu'est-ce que veut dire discret? Ça veut dire pas à pas. Hein. Vous voyez, je pense que vous voyez tous la différence entre quelque chose qui est continu et quelque chose qui est discret. Mais le principe est le même. Il s'agit vraiment d'un... D'ailleurs, les modèles continus sont modélisés par des modèles discrets pour les approcher, par exemple. Il n'y a pas de différence. Alors, ici, il y a un mathématicien qui s'appelle Craig Squire. Je crois que c'est un Américain, à moins que ce soit un Anglais qui a émigré en Amérique, qui a relié remarquablement la réécriture à la géométrie, à une géométrie vraiment sophistiquée. Et
Il a fait ça en 86 et il est mort peu de temps après, en 92, avant même d'avoir publié son article, qui a été repris par d'autres et qui est vraiment un lien remarquable entre la réécriture et la géométrie. Bien avant lui, d'ailleurs, à la naissance de la réécriture, curieusement, il y a deux personnes. Il y a quelqu'un que j'ai oublié, Tu, je ne sais pas si on dit tout ou tu, T-H-U-E, et Den, qui lui est un géomètre, qui l'a introduit en géométrie directement. Alors, maintenant, je vais vous demander encore un petit effort de travail. C'est les logographes. Alors, les logographes, c'est des polygraphes avec une donnée supplémentaire qui sera de leur donner des bords. Vous avez vu une cellule, un cellule, ça a des bords qui sont des 0 cellules. Une 2 cellules, ça a des bords qui sont des 1 cellules, qui ont eux-mêmes des 0 cellules de bords, et ainsi de suite. Mais maintenant, on ne va pas s'occuper des cellules, ni même des chemins, on prend des polygraphes carrément. On prend un polygraphe et on considère arbitrairement qu'on a des cellules, alors mettons si c'est un polygraphe, on va se donner un ensemble de 0 cellules de départ et des 0 cellules d'arrivée. Et vous verrez, le but d'un automate, en général, c'est d'aller de ces 0 cellules de départ vers les 0 cellules d'arrivée. Alors, vous le voyez très bien sur ce chemin, mais il n'y a aucune raison de penser que en général, un logographe, là j'ai dessiné quelque chose de simple, mais ça peut être un graphe quelconque, et là ça peut être deux ensembles quelconques, et les applications également sont quelconques. Simplement ici, c'est de dimension 0, et là c'est de dimension 1. C'est ça un polygraphe. Alors, deux logographes maintenant. Vous avez ici un deux graphes, qui à nouveau est très simple, mais qui n'a aucune raison d'être simple en général. Vous avez un graphe qui sont envoyés quelque part. Bon, en l'occurrence, je les ai placés à des endroits où il est logique de les voir comme des bords, mais ça n'a pas de nécessité dans ma définition. Voilà. Eux-mêmes ont des bords, ce qui donne, par exemple, si on prend celui-là, les X et Y sont envoyés sur les extrémités. J'ai mis des noms pour qu'on repère la chose. Et ici également, X et Y sont communs aux deux et se retrouvent là, aux extrémités en question. Donc, on demande simplement que, quand on fait ça et ça, quel que soit le chemin qui part de là-haut pour arriver en bas, tous les chemins sont égaux, conduisent au même endroit. Alors, évidemment, ça donne une forme générale. Par exemple, un 3 logographe, vous voyez, c'est un 3 polygraphe avec des bords arbitraires. La seule chose qui n'est pas arbitraire ici, c'est que ça c'est de dimension 3, ça c'est de dimension 2, ça c'est dimension 1, 0, etc. D'accord ? Donc la forme générale, c'est assez simple, ça donne ça. Alors là, je suis évidemment dans le domaine des catégories, puisque c'est des structures et des morphismes, mais on n'est pas obligé d'employer ces mots. Voilà. Voilà. Entre les logographes, il y a... Je vous laisse lire. L'important, je vous ai défini les logographes, mais entre deux logographes, on a évidemment une notion d'homomorphisme qui envoie le polygraphe total sur l'autre polygraphe total de l'homomorphisme, tout ça en respectant les bords chaque fois. C'est tout. Bon, techniquement, je n'ai pas besoin de plus que ça pour travailler. Alors, je vais passer à une deuxième application, celle des automates. Les automates finis. On dit fini parce qu'il n'y a qu'un nombre fini de données, mais ça ne joue aucun rôle dans la structure elle-même. Ça joue un rôle dans les résultats qu'on espère, mais pas dans la définition de la structure. Il y a une tête de lecture, une bande de lecture, et des règles d'évolution de la tête de lecture au fur et à mesure de la lecture. Je crois que j'ai fait un dessin, j'espère.
ici, vous avez, je vais expliquer après, vous avez la tête de lecture, quelque chose qui lit les lettres, là. Vous connaissez certainement mieux que moi, même peut-être, comment ça fonctionne. C'est-à-dire, la tête est dans un état donné, elle lit une lettre, ce qui la fait passer dans un deuxième état en lisant la deuxième lettre, et ainsi de suite. Elle suit le ruban et arrivée là, elle a un état qu'on peut considérer comme acceptant ou refusant le mot qu'elle vient de lire. Donc un automate, ça a essentiellement pour fonction de sélectionner des mots, d'en garder certains et d'en rejeter d'autres. C'est-à-dire, les mots conservés forment ce qu'on appelle un langage. Et les mots refusés, c'est les mots qui ne sont pas significatifs dans le langage. Alors, ici, les règles. Bon, j'ai un peu honte d'expliquer ça à des gens qui connaissent ça mieux que moi, peut-être, je ne sais pas, parce que... mais il faut que je le fasse quand même. Vous lisez les tableaux, là. Ça veut dire que si on est dans l'état Q0 et qu'on lit A, l'état Q0 se transforme en l'état Q1. S'il lit B, il se transforme en l'état Q2, et ainsi de suite. Dans les différents états, on dit ce que devient l'état. Vous voyez, d'après ça, quand on est en l'état Q2, on reste en Q2, c'est-à-dire c'est un endroit où on ne peut plus sortir de là. Hein. Et si vous avez admis que l'état final sera autre chose, eh bien c'est une poubelle, si on peut dire. Le mot ne pourra jamais faire partie du langage choisi. Alors, je vous donne un calcul très simple, là. Bon, vous voyez, c'est un peu ce que j'ai dit. Je lis A, B, A, B, A, B 3 fois. Bon, Q0 passe en Q1, Q1 passe en Q0, Q1 passe en... etc. Ça se répète, tout simplement, et ça se termine par Q0. Et si j'admets comme convention que c'est l'état d'acceptation, le mot est accepté. Vous voyez, vous pourriez vérifier d'après, je ne vais pas revenir en arrière, mais que si ce n'était pas comme ça, si à un moment il y avait une répétition de lettres, on tomberait dans l'état Q2 et on y resterait tout le temps, dans toute la suite de la lecture. Voilà. Ça, alors, un automate, ça peut paraître une chose un peu simplette. En réalité, ça va se compliquer si je vous parle des automates en dimension supérieure. Ces automates en dimension supérieure, il y a des gens moi j'ai fait ça, c'était en 94 à peu près, et j'ai vu très peu de temps après que c'était existé dans les livres d'informatique, mais alors, toujours avec ce bric-à-brac de définitions invraisemblables, on ne sachant pas exactement comment faire des définitions, quelque chose qui ne sait pas quel principe adopter. Vous voyez ? Si on a des notions simples avec soi, on sait tout de suite quelle est l'analogie à faire avec les automates de dimension 1 qu'on connaît bien, par exemple. Voilà. Alors là, je dis ce que j'ai... Il y a ce que j'ai commenté à l'instant, là, sur les mots acceptés. C'est les mots qui sont des suites AB répétitives. Alors, voilà. Je vais vous traduire par des polygraphes ce que je viens de dire avec des termes classiques. Vous allez, en voyant cette figure, vous vous dites, mais c'était simple tout à l'heure et maintenant ça devient très incompréhensible et compliqué. Peut-être, mais pour moi c'est plus simple. Je sais ce que je fais là. Alors je vais le commenter un petit peu. Ça, vous vous rappelez, j'avais A, B, A, B, A, B. Ça, c'est pas le mot lui-même. J'ai mis un plus et un moins pour indiquer, parce que c'est pas seulement un polygraphe, hein, c'est un logographe. Il y a un début et une fin. Hein. Ça, c'est pas un mot, c'est la forme d'un mot. Hein. Pour avoir un mot, il faut mettre des lettres aux flèches. Mettre des lettres aux flèches, ça veut dire donner un homomorphisme de polygraphe entre celui-là et un autre polygraphe que j'appelle alphabet, et où il n'y a qu'une seule zéro cellule, c'est toujours la même. Autrement dit, ce polygraphe-là s'enroule sur l'alphabet, soit chaque fois en suivant B ou en suivant A, d'accord ? Et c'est ce qui
constitue le mot proprement dit en question. Il se trouve ici que j'ai mis A, B 3 fois, parce que je passe de A à B 3 fois. Bien. Qu'est-ce que c'est qu'un automate? Eh bien, c'est ça. C'est un homomorphisme de polygraphe, toujours avec, en réalité, je devrais dire un logographe, puisqu'il y a des extrémités. Il se trouve qu'ici, le début et la fin coïncident. Hein. Ici, c'est presque toujours le cas, encore que ça serait très utile de ne pas le faire, mais dans le cas classique, on est toujours dans ce cas-là. Ici, c'est un peu le hasard. Ça, c'est l'équivalent c'est la machine elle-même avec des spécifications. Comme les flèches sont envoyées soit sur A, soit sur B, elles sont reliées à cet alphabet. Alors voilà, là-dessus, on ne voit peut-être pas bien comment ça fonctionne, mais pour accepter un mot, il faut que ce mot puisse se relever là-haut. Vous voyez, s'il tourne là, de moins vers plus, il faut que là-haut, il suive un chemin en relevant ce qui est au-dessus de A et de B, de moins vers plus. Le mot alors est accepté. C'est tout simplement ça, un automate. Et en l'occurrence, je vais faire ça avec des couleurs. C'est plus clair. A est en rouge et B en vert. Le mot, vous voyez, les couleurs lui viennent de là, hein, l'homomorphisme qui est là. Ici, vous pouvez remarquer que le mot A, B, etc., il part de moins, il suit une ligne rouge, ensuite B, ensuite rouge, il fait un circuit autour du plus et du moins, et donc le mot est accepté. S'il y avait deux lettres qui étaient différentes, identiques, pardon, de A par exemple, il suivrait par exemple un chemin rouge qui l'amènerait ici. J'aurais dû mettre le nom des états là, mais je n'ai pas fait. Ici, qui le fait boucler et rester là, et qui ne le fait jamais aller sur plus. Il s'agit donc d'un enroulement qui est là, qu'il s'agit de relever là-haut, de façon à ce qu'il corresponde à un homomorphisme de logographe. Voilà. Eh bien, ce schéma, vous refaites la même chose, mais cette fois-ci en dimension supérieure, et vous aurez des automates de dimension 2, 3, etc., comme vous voulez. C'est très utile les dimensions supérieures parce que quand on a un objet qu'on veut étudier, il a souvent déjà en lui-même une dimension. Si vous détruisez ça pour le passer à la moulinette d'une dimension inférieure, bien vous détruisez sa structure. Donc c'est très intéressant, si vous étudiez des images, par exemple, si je vous en parlerai tout à l'heure, les images ont une structure deux-dimensionnelle. Il est important que si un automate la lit, il soit lui-même deux-dimensionné. Hein, vous voyez, il y a déjà une adaptation là, des machines au calcul. Hein, la machine n'est pas indépendante du calcul. Voilà. Alors, je passe donc à des automates de dimension 2. Le plus simple que je connaisse, c'est les réseaux de Petri. Alors, les réseaux de Petri, c'est très joli. Ça sert beaucoup dans les, je ne sais pas dire comment, mais dans les organisations complexes d'actions diverses dans une entreprise ou enfin un système où il y a, par exemple, dans une usine, où il faut coordonner les différentes, ce qui est fourni, ce qui est utilisé là. Il faut qu'un marteau, par exemple, soit remis à sa place si un deuxième ouvrier vient le prendre, etc., etc. Il y a mille et une. C'est un instrument d'analyse. Je parle assez près du micro, ça va? Un instrument d'analyse de multi-agents, si je peux dire, quoique le terme a un autre sens, je pense. Alors là, il y a un exemple très simple qui s'appelle chez le barbier. Alors, les barbiers ont beaucoup contribué à la logique. Hein, c'est une de leurs contributions. Et d'autre part, ça doit aussi indiquer l'époque où la chose a été inventée, j'imagine. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de barbiers, hélas, et c'est pour ça que la logique est en perdition. Alors, voilà. Là-haut, vous avez ce qu'on appelle un réseau de Petri, donc.
ça comporte des places, des ronds qu'on appelle des places, d'autres des carrés que j'appelle des transitions, et puis deux sortes de flèches, celles qui vont d'un rond à un carré et celles qui vont d'un carré à un rond. Et puis vous mettez des jetons dans les... Vous en avez un là, c'est le barbier lui-même là, dans les places, et vous connaissez certainement leur fonctionnement. Il s'agit de partir d'une position de départ, et d'arriver à une position, à quelque chose d'arriver en faisant jouer les places et les transitions surtout, avec certaines règles que je vais indiquer. Voilà. Alors, avant ça, avant de vous indiquer... Oui, j'aurais pu vous dire comment ça fonctionne, mais on va le voir tout de suite après. En tout cas, il y a une traduction polygraphique de ça. Les places sont en réalité des flèches. Vous allez me dire, mais mes places, c'était des ronds, il n'y a pas de direction, un rond, ça va dans tous les sens. Oui, mais c'est parce que mes flèches, en réalité, ce sont toujours des flèches fermées sur un point. Alors, vous allez dire, bah, c'est peut-être pas très intelligent d'avoir fait ça, mais en fait, ça vous suggère tout de suite qu'il y a peut-être plus général. Il suffit de détacher de faire des vraies flèches, et on tombe sur une notion plus générale. Et en effet, ça sera les deux automates en général. Hein. Alors, il se trouve que dans les réseaux de Petri, il y a un seul point, et beaucoup de flèches fermées, sont toutes les places. D'accord. Les transitions, elles ressemblent à ça. Il y a des flèches qui vont des places vers d'autres places. Vous connaissez la dualité de points carrés, peut-être pas, qui transforme les points en surface, les droites en droite, enfin, etc. Vous voyez, regardez. Chaque rond, là, chaque point, là, devient une ligne, ici. Et le tout devient une surface. C'est équivalent. Hein. On va de cet ABC, là, vers D, E. J'aurais dû mettre les lettres, là, je m'excuse. A, B, C, D, E. Mais c'est vraiment un petit élément de surface, assez recroquevillé, puisque je vous ai dit qu'il n'y a qu'un point et qu'une seule flèche. Donc tout ça, c'est vraiment très, très, très chiffonné. Hein. Mais, géométriquement, ça a un sens. On peut le déplier, par exemple. Alors, voilà. Je reprends donc les choses. La version classique, elle est là-haut. J'ai mis des couleurs dans les places. Et j'ai traduit ça par ce diagramme, ce deux polygraphes, ou plutôt précisément, j'aurais dû mettre un plus là et un moins là et un plus là. En réalité, c'est orienté. Hein. Alors, cette figure est un peu trompeuse parce que, en réalité, cette flèche-là et celle-là, c'est la même. Et en réalité, ma surface, elle est plutôt comme ça. Il y a la ligne bleue que vous voyez là-bas, et les lignes en pointillé, c'est en réalité des chemins vides, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, et donc vous avez les lignes vertes et rouges qui sont en réalité deux flèches fermées comme ça. Quant à la surface qu'il y a qui est là, eh bien, d'abord, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a une des deuxièmes... non, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui tourne. Enfin, finalement, vous avez un petit cylindre sur lequel est entortillée la ligne en mauve. Hein. Donc, vous voyez, mais c'est pas bien grave. Le dessin dit tout ce qu'il faut. Les deux lignes bleues sont les mêmes. Mais essentiellement, ce qu'il y a là-haut, c'est la traduction en termes polygraphiques qui est en bas. Hein. Là-haut, c'est un objet géométrique, mais ça ne se voit pas bien. En bas, c'est directement géométrique. Voilà. Alors, on va faire fonctionner la maison du barbier. Là, il est tout seul, il attend le client, là. Il est dans sur sa chaise. Et arrive un client. Alors, vous voyez que A, il n'y a pas de flèche qui va vers A. Autrement dit, on peut aller
rien n'est présupposé. Le client, il vient de nulle part. Il peut venir du bon Dieu, n'importe. Il est là. Parce qu'il n'y a pas d'indication d'où il vient. Voilà. Ça correspond aux pointillés qui sont en bas. Le barbier le reçoit et l'emmène dans là où il opère. Le mot opération est dangereux avec le mot barbier, mais enfin, voilà. Il fait son office, et quand ils ont terminé, vous voyez, ah oui, vous avez remarqué qu'il y avait 2 flèches qui entraient dans B. C'est la condition. Pour qu'une transition marche, il faut qu'il y ait suffisamment de jetons, une par flèche, pour que la transition fonctionne. Hein. Pour qu'un menuisier enfonce un clou, il faut qu'il y ait un marteau, pas seulement le menuisier. Hein. Voilà. Ici, il a terminé, le barbier retourne à sa chaise, le client s'en va payer, il y a sûrement, c'est l'endroit où on paye, là sans doute, et finalement, il s'en va. Voilà. Et on est revenu au point de départ. Voilà une description d'un fonctionnement complet de... Alors, je vais revenir un peu en arrière pour que vous voyez les surfaces, pour que je les explique là-dessus. Voilà. Au départ, on avait... Non. Au départ, on avait la ligne bleue, qui est répétée 2 fois, mais c'est... Alors, je vous ai dit qu'ici, il y avait un moins, et ici, un plus. Hein, malheureusement, j'ai oublié de les mettre là. C'est le début et la fin. Et en fait, il y a un chemin aussi moins, et un chemin plus. Un chemin de départ et un chemin d'arrivée. Ça, c'est un chemin parce que ça, c'est vide, donc ça se réduit à ça. Et l'arrivée se réduit aussi à ça. Vous voyez que le départ et l'arrivée sont la même, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Hein, et on va parcourir cette chose en faisant évoluer ce chemin bleu vers lui-même. Hein, on lui va lui faire un cycle. Alors, vous pouvez regarder. Je suis revenu en arrière, pardon. Voilà, première étape, le client arrive. Ils vont dans la salle du barbier, il est rasé, il sort, et oui, il y a quelque chose qui... Il ne faut pas oublier que c'est le même point, mais quand même, quelque chose sur lequel il faudra que je réfléchisse, mais j'ai mal dit les choses. Enfin, et finalement... Non. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas là. Mais je n'aurai pas assez de présence d'esprit pour vous dire exactement quoi. C'est à revoir. Normalement, c'est un chemin qui va d'une ligne de départ à une ligne d'arrivée. Et donc, le calcul ici, c'est un chemin comme tout à l'heure. Hein. D'ailleurs, les automates peuvent être aussi vus en dimension 2, c'est possible. Mais il nous faut ici un automate de dimension 2. Là, c'est le mot. Hein. C'est à la fois, ça représentait à la fois la machine et le mot. Parce que tout à l'heure, je vous ai montré un mot qui était accepté par cette machine. Mais ce n'est pas le seul. Hein. Le cycle, vous pouvez le recommencer. Puis vous pouvez aussi imaginer d'autres situations. Par exemple, qu'il y ait plusieurs clients qui arrivent, il y en a certains qui attendent, soit à l'entrée, soit à la sortie, les faire sortir quand vous voulez. Donc ce n'est pas déterministe hein, comme système. C'est pas. Là, vous avez donc le mot. Ce mot va être alphabétisé en lui donnant... c'est toujours la même flèche, là, en réalité. C'est là-haut que c'est des flèches différentes. Mais là, c'est la même flèche. Quant aux surfaces, eh bien, les surfaces, elles sont indessinables. Hein. Je peux vous les donner en détail après, mais je ne peux pas les faire sur le dessin. Et c'est pareil là-haut. L'enroulement des bords de ces surfaces est trop compliqué pour être dessiné. Mais le principe est là, quand même. Voilà. Alors, en détail, ça, c'est en bas. Il n'y a qu'une seule flèche, c'est pour ça qu'il n'y a que du noir, mais il y a plusieurs chemins possibles, et les surfaces A, B, C, D qui fabriquent le mot, en leur lui donnant des lettres, sont représentées comme ça, mais rappelez-vous, tous ces points
et toutes ces flèches, c'est la même. Hein, sauf les pointillés, où c'est d'un chemin vide. C'est ce qui se passait en bas. Et en haut, par contre, on relève ces choses, mais pas n'importe comment, avec des bords qui sont différenciés. Et le mot qui était se relève en haut, et c'est pour ça qu'il peut se relever en haut et être ainsi accepté. Vous voyez, je vous ai dessiné en bas pour le rapport entre les lignes. Vous voyez, les transitions sont des flèches et les places sont des surfaces. Voilà. Alors, je vais vous parler d'un autre type d'automate deux-dimensionnel. C'est les cartes coloriées. Alors, je ne vais pas vous résoudre le problème des 4 couleurs, mais voilà une carte coloriée en 4. Mon but n'est pas de fabriquer des cartes à 4 couleurs, mais de vérifier si elles sont correctes. Bon, ça se voit à l'œil, elle est correcte, hein, on n'a pas besoin d'un automate pour ça. C'est-à-dire que deux régions qui sont à la même couleur n'ont pas de surface contiguë, de lignes contiguës entre elles. Alors, comment utiliser un automate pour le vérifier? Bien, d'abord, une première opération, il faut polygraphiser, si je peux dire, polygraphier la figure. Or, polygraphier cette figure, ben, comment? Ben, il y a 1001 manières, il faut en choisir une, peu importe laquelle, autant que possible, qu'il soit la plus simple possible, mais il n'y a pas de... Il faut simplement... Quand on entre des données dans un ordinateur, mettons un ensemble, je dois introduire dans l'ordinateur la liste des participants à ce congrès, il faut que je les entre un par un, donc j'ai un ordre à choisir. Hein. Dans un ordinateur, on est obligé d'entrer des listes, pas des données toutes structurées déjà. Hein. On est obligé donc de créer une structure artificielle dans l'ordinateur. Donc ce n'est pas anormal qu'on doive choisir des choses. Là j'ai choisi, je vais de moins à plus, par deux chemins, celui du haut et celui du bas, qui sont le moins et le plus, le départ et l'arrivée. Et puis là, je vais faire fonctionner mon automate à dimension 2. Ça commence par une ligne de départ qui a été écrite en gris ou en noir, parce que, et avec la lettre N, oui, oui, je vais dire un petit peu plus là sur les automates. Vous avez rappelé qu'il y avait la tête de lecture qui était dans un état, et au fur et à mesure qu'elle lisait des lettres, elle changeait d'état pour partir d'un état initial et d'arriver dans un état final. Ici, l'état est structuré. Dans un automate classique, l'état n'est pas structuré. C'est une liste, un ensemble d'états, mais ils n'ont pas de structure entre eux. Hein. Ici, les états sont représentés par un mot. Ce mot, c'est lui l'état. Et au fur et à mesure que la ligne va parcourir la surface, cet état complexe, structuré, va tenir compte de ce qu'il a traversé, hein, de même que tout à l'heure, mais seulement il va le faire d'une façon plus complexe que dans un automate indimensionnel. Et voilà, la règle est la suivante. Je vais faire fonctionner le premier mouvement. En traversant la région verte, eh bien, il le dit, il l'a en mémoire, vert, vert, noir, noir, pour la partie qu'il a traversée. Ça, c'est sa mémoire, qui n'est pas ponctuelle, mais qui est déjà une structure linéaire. Ensuite, il a traversé... Alors là, je me suis bien trompé, j'ai mis du rouge à la place du jaune. Bon, j'ai fait une erreur. Lisez... Là, j'ai fait une erreur, je ne sais pas. Voilà. Normalement, j'aurais dû écrire du jaune ici. Hein, parce qu'il a il a traversé une région jaune. Il a lu du bleu. Il a traversé une région bleue. Il retient donc... J'ai vraiment été très incomplet. Là, j'aurais dû mettre tous les noms qui... ici, il devrait y avoir V, J, B, B. Et ainsi de suite. Hein. Pardon. Voilà, du rouge. Là, il a lu vraiment du rouge. C'était vraiment. Là, alors, je ne sais pas ce que j'ai fait.
j'ai dû mélanger mon brouillon avec l'idée finale que je m'en faisais. Là, du vert, voilà, et il arrive là. Et l'état est accepté parce qu'il n'y a pas dans la mémoire de souvenirs de choses incorrectes. L'état est accepté, c'est des couleurs. Alors il arrive évidemment qu'il y a des cartes qui sont mal coloriées. Je vais vous en donner un exemple. Celle-là, vous voyez, elle est mal coloriée parce qu'il y a 2 régions vertes, ici, qui ont une frontière commune. Et là, je lui fais lire les choses comme tout à l'heure. On arrive jusque-là, tout va bien, mais c'est l'étape d'après qu'il va y avoir un problème. Et là, on introduit donc une indication comme quoi il y a eu une erreur. Et cette erreur, elle se maintient. Elle-même voilà. L'erreur qui était là s'est transmise à la traversée de ce rouge, ne tenant pas compte du fait que c'est rouge, tandis que là, ça reste rouge. Donc, vous voyez, le mot n'est pas accepté parce qu'il y a une erreur. Alors, ici, la situation est très simple. Je regarde le temps qui me reste parce que... Oui. La situation est très simple, mais vous faites la même chose, on peut faire la même chose en dimension supérieure, mais alors, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe au juste. Vous avez vu que l'état est lui-même un mot. Or, les mots ont été faits pour être lus par des automates de dimension 1. Autrement dit, il faut que les mots puissent être lus par des automates de dimension 1. Donc, dans un automate de dimension 2, il faut disposer d'automates auxiliaires de dimension 1 qui lisent les mots de départ et d'arrivée pour voir si dans la lecture, il y a une acceptation ou une erreur. Et si vous aviez des automates en dimension supérieure, 3 par exemple, vous auriez à nouveau des surfaces bordantes qui devraient être lues par des automates de dimension 2. Et à la fin, à nouveau, vous feriez jouer des automates de dimension 1 pour vérifier si leurs bords à elles sont corrects. Autrement dit, il y a une cascade comme ça dans les dimensions, dans les automates de dimension supérieure. Qu'est-ce que j'ai ? Ah non, alors là, je suis revenu au point de départ. Bon, peu importe. Voilà. Donc, je vous ai parlé de réécriture. On peut également faire de la réécriture avec ces mots de dimension supérieure, exactement comme on l'a fait pour la dimension inférieure. La notion d'image. La notion d'image, je vais l'écrire plutôt là. Vous voyez aussi bien, je pense là. Peut-être je vais reprendre plutôt le tableau là-bas. On va appeler image un écran quadrillé, ou plutôt, ça n'est que l'écran évidemment. C'est pas encore l'image. L'image, c'est quand on met, elle n'est pas très bien cette. Voilà. C'est un réseau, enfin un quadrillage, dans lequel vous mettez par exemple une image en noir et blanc, il y a des pixels. Voilà. Vous voulez analyser cette image, vous la polygraphiez comme tout à l'heure. Ça peut être par exemple fait de la manière suivante. Vous mettez un moins ici et un plus là. Vous mettez des directions. Bon, mais on va aller toujours par là, et toujours de gauche à droite et de haut en bas. Voilà. Et toutes les autres flèches parallèles à celle-là.
Et votre but est d'analyser l'image en la faisant balayer par cette ligne qui va aller ici, etc. Cette lecture par un automate, il faut évidemment regarder si le mot d'entrée est convenable. En général, il est unique. C'est un mot comme tout à l'heure, c'était du neutre. Et puis, arrivé ici, il faut lire qu'est-ce qu'il y a dans la mémoire par un automate de dimension 1 pour savoir si dans la mémoire, il y a le souvenir d'avoir rencontré quelque chose. Là, par exemple, quand je parle de mémoire, on voit très bien deux sortes de mémoire ici, puisqu'on en parlait ce matin. La mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Par exemple, on peut se demander si dans cette figure, il y a un trésor, je ne sais pas. Mettons que le trésor consiste à une figure comme ça, voilà. Il n'y a pas d'autre, il n'y en a pas d'autre, bon, peu importe. Voilà. Il faut que la mémoire se souvienne ou non d'avoir vu une figure de ce type. Alors, il faut, en traversant cette région, il faut qu'elle se souvienne qu'est-ce qu'elle vient de voir. Ici, lui, il faut une mémoire de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. Il faut qu'elle soit capable de, sur une région pas plus grande que un rectangle 2 sur 3, de se souvenir de ce qu'elle a vu. C'est-à-dire, à chaque instant, elle regarde un visage ou un paysage, elle se dit « Ah oui, c'est ça. Ah non, c'est pas ça parce que ça s'arrête là. » Enfin, il y a un moment, elle se dit « Ah oui, c'est ça. C'est bien le truc. » Donc, il faut pouvoir mettre là-dessus une mémoire capable, à court terme, de voir ce qu'elle voit, et puis une mémoire à long terme, pour une fois qu'elle l'a vu, de le garder en mémoire et de le transmettre à la ligne terminale. Et c'est là que l'automate de dimension 1 vérifie qu'on a rencontré ou pas l'image. Voilà. Ça veut dire que la mémoire peut être structurée comme ça dimensionnellement. C'est vrai, ça, en toute dimension, par exemple. Une question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y a un rapport entre la complexité de ces images et la complexité des automates qu'il faut pour lire ça. Par exemple, est-ce qu'on pourrait, par un tel procédé, savoir si la figure est connexe ou pas? Alors, qu'est-ce que ça veut dire une figure connexe ici? C'est difficile à dire parce que, est-ce que par exemple on doit considérer, je vais vous faire un petit dessin simple, 4, 2, 2, est-ce que cette figure de deux points noirs est connexe ou pas? Alors la réponse est comme vous voulez, bien sûr. Elle l'est ou elle ne l'est pas, c'est vous de décider. Mais moi j'ai envie de dire elle ne l'est pas parce que c'est une sorte de plan miniature, vous l'avez coupé par une diagonale. Une diagonale, normalement, ça sépare en deux l'espace. Alors ça voudrait dire que le complémentaire de la diagonale est aussi connexe que la diagonale, puisque c'est l'autre diagonale dans l'autre sens. Donc j'ai envie de dire que ce n'est pas connexe. Ce qui est connexe, c'est quand on peut relier les choses en passant d'une case à l'autre par des lignes de dimension 1. Donc voilà, ce serait la connexité. Est-ce qu'un automate deux-dimensionnel peut-il reconnaître si un ensemble de pixels formant donc une surface est connexe ou pas? La réponse est que je ne sais pas, mais que j'ai mille et une raisons de dire non, il ne peut pas. Et pourquoi parce qu'il n'y a pas assez de mémoire. Vous voyez, il s'agit sur une ligne de faire retenir le souvenir de ce qu'on a fait en traversant toute une surface. Et les surfaces, c'est une puissance juste au-dessus. Et vous pouvez imaginer, par exemple, supposez quelque chose qui ressemble à ça. Je vais dessiner ça là-bas. À quelque chose qui soit comme ça. Vous voyez, quelque chose qui est connexe, mais qui est comme ça dans l'image. Je simplifie bien sûr, il s'agit de cases et non pas de lignes.
la mémoire, elle va traverser, donc je l'ai faite comment la mémoire de là? Ah oui. Elle va traverser ces régions-là. Il me faudrait le rouge, ça serait mieux. Mais vous voyez que là, par exemple, arrivé ici, elle a vu qu'elle entrait dans la figure, et là aussi. Mais elle sait que c'est la même parce que tout le long de la traversée, elle est partie du même point qui était là. Hein. Si elle continue, voilà, tout d'un coup, elle va trouver d'autres points qu'elle doit garder en mémoire. Et vous voyez, si le colimaçon est assez long, eh bien, elle ne peut savoir qu'à la fin qu'elle pourra réunir tout ça ensemble. Il lui faudra autant d'informations que d'entrées différentes. Bon, je n'ai pas formalisé ça jusqu'au bout, mais je pense que ça doit se rapprocher d'une preuve comme quoi ça n'est pas connexe. Ça n'est pas calculable par un automate de dimension 2. Par contre, ça semble être tout à fait calculable par la réécriture. Alors la réécriture, je vous propose un système de réécriture de ça. C'est le suivant. Je vais le dessiner là. Alors, on se permet de réécrire des fragments. Ces fragments seront des carrés de 3 sur 3, et il y aura des pixels dedans, et le milieu est blanc. Mais il y a d'autres pixels où il n'y en a pas éventuellement. Alors, on se permet de réécrire un tel carré de 3 sur 3, de le réécrire en mettant au centre un pixel noir, si et seulement si, en faisant ça, on ne modifie pas le nombre de composantes connexes qu'il y a là-dedans. Or, si vous retirez le centre, il y a deux composantes connexes. Il y a ces deux cases qui sont connexes, et puis celle-là qui est isolée des deux autres. Si je mets le pixel au centre, il n'y a plus qu'une seule composante connexe. Alors, si je m'interdis, si dans la réécriture, je ne me permets que de conserver le nombre de composantes connexes, est-ce que, partant d'une image quelconque, je peux savoir, en la réécrivant, si, eh bien, la réponse est partielle suivante, et d'une part, quelqu'un a fait ça pour moi sur un ordinateur, on en a essayé beaucoup d'images, et c'est vrai, à la fin, tout se noircissait. Si l'image était connexe, tout était noir. Sauf que, dans certains cas, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est les cas suivants, enfin un des cas suivants plutôt, c'est ce qui se passe au bord là. Si vous avez une case noire toute seule là, eh bien, on ne peut pas décider de ce qu'on doit faire. Donc, à part ces effets de bord, alors ces effets de bord, on peut les corriger en rajoutant des lettres, non seulement pour les surfaces, mais pour les bords eux-mêmes. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Simplement, là, on s'est approché par la réécriture de la résolution du problème. Et ça, c'est assez général. Les automates, il y en a de deux sortes, en gros. Il y a les machines, il y en a de deux sortes. Il y a les automates, grossièrement, dont certaines choses ne sont pas telles que je les ai décrites. Et puis il y a les grammaires. Les grammaires, c'est lié à la réécriture, comme là, vous voyez. Les deux systèmes emploient des polygraphes, c'est très proche l'un de l'autre, mais il y a une distinction. Les machines de Turing, par exemple, c'est des grammaires, ce n'est pas des automates, contrairement à la présentation qui en est faite d'habitude. Les contextes free, les automates, c'est la même chose, c'est des grammaires. Eh bien, les grammaires sont plus puissantes en général que les automates. Voilà. D'ailleurs, les machines de Turing, on ne peut pas plus puissant. Mais, d'ailleurs, au début, je vous ai dit, la réécriture était indécidable souvent. Mais je voudrais vous dire quand même 2-3 petits mots.
Donc système formel égale système dynamique. Je pense que c'est important de penser les systèmes formels, c'est-à-dire systèmes informatiques, tout ça, comme des systèmes dynamiques. C'est pas qu'on applique les systèmes formels aux systèmes dynamiques, hein, c'est ce qu'on fait en général. On utilise nos connaissances, la puissance de l'informatique pour fabriquer des applications dynamiques. En réalité, par définition même, un système formel est un système dynamique. Et je vous ai parlé des polygraphes, et je vous ai dit que c'est un rapport avec la théorie des catégories. Bien, comme vous avez vu, il n'y a pas que des flèches dans mon histoire, il y a des 2 cellules, des 3 cellules, etc. C'est-à-dire qu'en réalité, l'objet qui est mathématique, qui est derrière tout ça et que je n'ai pas développé du tout là, c'est des catégories, et des catégories n-dimensionnelles. Hein, vous voyez ? Ces catégories n-dimensionnelles ne sont pas des grandes catégories monstrueuses qui font peur à tout le monde, là, la catégorie des ensembles ou des structures autres. Ce sont des petits objets tout simples qui méritent d'une étude concrète et qui sont en connexion avec les grands objets. Parce que, en réalité, comme René en a parlé ce matin à la table ronde, les petites catégories sont plongées dans des grandes qui sont la vérité, hein, qui servent en fait, qui sont le milieu dans lequel baignent ces petites catégories. Et donc il n'y a pas de lien. Bon, mais ça sera peut-être l'occasion d'une autre explication de ce que c'est qu'une catégorie, du moins une catégorie n-dimensionnelle. Concrètement, franchement, c'est un objet extrêmement simple. Ce qui vient tout compliquer, le mot théorie des catégories est trompeur. La théorie des catégories n'est pas la théorie de la structure de catégories. La théorie des catégories est l'étude d'une structure bien plus complexe. Il y a beaucoup plus de choses dans les catégories qu'on manipule, la catégorie des ensembles. Il n'y a pas que des points, des flèches et des compositions. Il y a des limites dont on vous a parlé un peu ce matin, que André nous a présenté ce matin. Il y a des choses bien plus complexes que ça. Hein. C'est comme si on vous disait que la structure des nombres réels, c'était un ensemble ordonné. Non, ce n'est pas seulement un ensemble ordonné. C'est une addition, une multiplication, des exponentielles, de l'analyse, de la différenciabilité. C'est une structure infiniment plus complexe que simplement un ensemble ordonné. Voilà, je vous remercie beaucoup.